Il a expulsé sa femme en travail pour sa maîtresse, ignorant qu'elle avait hérité de 20 millions et que sa nouvelle femme travaillait pour elle. Crie autant que tu veux. Meurs avec ton bébé, ça m'est égal. Emporte ta douleur et tes cris avec toi. Tu ne gâcheras plus jamais ma vie. Tu n'es rien pour moi maintenant. Sors. Ce furent les mots cruels que son mari lui lança alors que les douleurs de l'accouchement déchiraient son corps. Au lieu de lui tenir la main, il la jeta dans la rue. Au lieu de l'amour, il lui offrit l'humiliation et l'abandon dans son heure la plus sombre. Il pensait avoir brisé son esprit pour toujours, la laissant souffrir seule, comme si elle ne valait rien. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que la femme qu'il avait chassée dans l'agonie se relèverait un jour d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, une ascension qui non seulement ébranlerait son orgueil, mais déchirerait aussi le mariage qu'il pensait lui apporter du bonheur. Parfois, ceux que l'on rejette dans la douleur reviennent avec du pouvoir. Parfois, la femme que l'on pensait voir mourir en silence devient celle dont l'ombre vous hante. C'est l'histoire d'une femme trahie dans sa faiblesse, qui s'est relevée avec une force que personne ne pouvait nier. Et aujourd'hui, je vous la raconte. Bonjour, famille. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien permet de garder ces histoires vivantes. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui autrement seraient oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. La première contraction frappa comme une vague qu'elle ne pouvait fuir. Emma Parker s'appuya contre le mur et cria « Marc, Marc, s'il te plaît, c'est le moment. Il faut y aller. » Il se tenait dans l'embrasure de la porte, veste à moitié enfilée, téléphone à la main. Il n'avait pas l'air inquiet. Il semblait agacé. « Maintenant, dit-il. »« Bien sûr, ça devait être maintenant. S'il te plaît, souffle à elle, pliée en deux. »« L'hôpital. Mon sac est prêt. Aide-moi juste à aller à la voiture. » La bouche de Marc se tordit. « T'aider après tout ça? »« Non. » Elle cligna des yeux. « Comment ça, non ?» Il s'approcha, sa voix devenant plus dure à chaque mot. « Tu ne me dis pas quand sauter. Tu ne me pièges pas avec des larmes et du timing. » J'en ai fini. Une autre contraction la saisit. Elle s'agrippa au cadre de la porte, la sueur perlant sur sa peau. « Je suis en travail, Marc. Je ne te piège pas. J'ai notre bébé. » Il ricana. « Notre bébé? On sait tous les deux ce que tu voulais. Une laisse. Un moyen de me lier à ton chaos. Ça n'arrivera pas. S'il te plaît, murmura-t-elle, la voix tremblante. Ne fais pas ça. » Il ramassa la valise près de la porte, tira la poignée et la lança dehors. Le sac rebondit sur les marches et tomba sur l'allée. Son souffle s'arrêta. « Crie autant que tu veux. Meurs avec ton bébé, ça m'est égal, dit-il, les yeux comme du verre. Emporte ta douleur et tes cris avec toi. Tu ne gâcheras plus jamais ma vie. Marc, cria-t-elle. Non. Tu n'es rien pour moi maintenant, dit-il. Sors. Il la poussa. Pas assez fort pour la faire tomber, mais assez pour que le message soit clair. Elle se retint à la rambarde et sentit une pression au bas de son dos. La porte claqua si fort que le verre vibra. Emma fixa le grain du bois à l'endroit où sa main avait touché cette porte 1000 fois. Une autre contraction la traversa. Elle s'agrippa à la rambarde et mordit l'intérieur de sa joue pour ne pas crier. Une lumière de Porsche s'alluma de l'autre côté de la rue. Une voisine sortit en robe de chambre. « Tout va bien ?» demanda la femme, d'une voix faible et curieuse. Emma se redressa. « J'ai besoin qu'on m'emmène à l'hôpital. » La voisine hésita. « Il est tard, dit-elle, jetant un coup d'œil derrière Emma vers la maison. « Où est Marc ?»« À l'intérieur, dit Emma. » Sa voix se brisa. « S'il vous plaît. » La femme serra sa robe contre elle. « Je peux appeler un taxi. »« Merci, » murmura Emma, avalant l'humiliation comme une pierre. La voisine disparut à l'intérieur. Le temps s'étira. Un vent froid balaya la rue et toucha sa sueur. Elle essaya de respirer comme l'infirmière en cours lui avait appris, se concentrer sur n'importe quoi sauf la douleur et le fait que l'homme qu'elle avait épousé avait fermé la porte. La voisine revint et tendit son téléphone. « Le taxi sera là dans 10 minutes, dit-elle. »
As-tu besoin d'une serviette ou quelque chose? Ça ira, dit Emma, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. La femme s'attarda, puis rentra et ferma sa porte aussi. Emma respira, se plia, respira encore. Les minutes se fondirent les unes dans les autres. Les phares du taxi apparurent enfin au coin. Le chauffeur la regarda et sauta dehors. « Hôpital ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle, montant lentement. »« S'il vous plaît. Vite. »« En chemin ?» Elle pressa son front contre la vitre fraîche et tenta de ne pas pleurer. Elle échoua. Les larmes coulèrent. Le chauffeur jeta un coup d'œil en arrière. « Appelez votre mari, dit-il doucement. » Elle fixa l'écran sombre de son téléphone. Non, il hocha la tête et conduisit. La ville, la nuit, semblait normale, comme si rien ne s'était passé. Les magasins fermés, les lampadaires bourdonnaient. Quelque part, quelqu'un riait. Emma enfonça ses ongles dans le siège. À l'hôpital, le chauffeur l'aida jusqu'à l'entrée. « Vous êtes en sécurité, dit-il doucement. Vous êtes ici maintenant. » Les portes automatiques s'ouvrirent avec un soupir. La salle d'attente était fluorescente et fatiguée. Une infirmière de triage leva les yeux, vit tout d'un coup, et se leva. « À quelle fréquence ?» demanda-t-elle, guidant Emma vers une chaise avec pratique et gentillesse. « 3 minutes, dit Emma. Peut-être 2. Je ne sais pas. Ça fait mal. Premier bébé? Oui. Quelqu'un pour vous accompagner? Demanda l'infirmière, scrutant les portes pour un partenaire qui ne viendrait pas. Emma secoua la tête. Juste moi. Les yeux de l'infirmière s'adoucirent un instant. Je m'occupe de vous, dit-elle. Allons-y. Elles prirent ses constantes. Elles attachèrent des moniteurs à son ventre. Le cœur du bébé emplit la petite pièce d'un battement rapide. Emma ferma les yeux et le laissa l'ancrer. Vous êtes courageuse, dit l'infirmière. Vous vous débrouillez bien. Courageuse semblait un mot qui appartenait à d'autres. Emma hocha la tête quand même. Les heures s'accumulèrent et s'effondrèrent. La douleur montait et retombait. Les infirmières changeaient de quart. Une doctoresse aux mains douces entra. Elle se présenta comme le docteur Ortiz et vérifia l'avancement d'Emma. On y arrive, dit le docteur Ortiz. Vous êtes forte. Emma tourna son visage vers le mur et respira. Les souvenirs perçaient, rudes et tranchants. La voix de Marc. Son rire quand il lui faisait du thé. Ses mains sur ses épaules le jour où il avait promis l'éternité. Quand tout avait-il basculé? Quand l'amour était-il devenu un tableau de score dont elle ignorait l'existence? Son téléphone vibra sur le plateau. Elle jeta un coup d'œil. Un message d'un numéro non enregistré avec un nom. Il est avec moi maintenant. Concentre-toi sur ton petit projet. Une autre contraction la traversa violemment. Elle serra la rambarde et murmura. Mon Dieu, s'il vous plaît. L'infirmière toucha son épaule. Ne lisez rien ce soir, dit-elle doucement. Laissez ça attendre. Emma hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Dans une autre partie de la ville, Marc se tenait dans une cuisine propre qui ne lui semblait plus un foyer depuis des semaines. Vanessa s'appuya sur le comptoir, jolie et soignée, ses cheveux parfaits même à 2 heures du matin. « Est-elle partie ?» demanda Vanessa. « Enfin, dit Marc, ouvrant une bouteille. Elle ira bien. Elle est dramatique. Tu as poussé ta femme dehors pendant qu'elle était en travail, dit Vanessa. Ce n'est pas dramatique. C'est intense. Ce n'est plus ma femme, dit Marc. Plus maintenant. Tu sais quoi? Elle est un fardeau. La dernière année a été un cirque. Saute d'humeur, larmes, accusations. Tu l'as vu. Vanessa sirota et l'observa. Je t'ai vu envoyer des messages à d'autres femmes pendant qu'elle dormait. Il haussa les épaules. Elle dormait. J'étais éveillée. Bien sûr, murmura Vanessa et garda cela en tête. Il s'approcha et l'embrassa comme pour prouver quelque chose. Elle le laissa faire, puis recula, les yeux brillants. Quand irons-nous public? Demanda-t-elle. Photo, bague, nouvelle vie. Je veux qu'il le voie. Bientôt, dit-il. Après qu'elle soit gérée. Gérée comment? Demanda Vanessa. Sa mère est de mon côté, dit Marc. Margaret comprend la stabilité.
Elle dira à tout le monde qu'Emma était instable. Ce ne sera pas difficile à vendre. Elle a pleuré au supermarché une fois parce qu'il n'y avait plus de raisins. Les gens se souviennent de ce genre de choses. Vanessa rit. Pauvre Emma. Pas de raisins. Pauvre moi, corrigea Marc. Pas de paix. À l'hôpital, les heures devinrent liquides. Le monde d'Emma se réduisit au rythme de sa respiration, à la voix de l'infirmière, aux mains fermes du médecin et au tic-tac de l'horloge de la pièce qui semblait compter pour elle. Elle demanda un antidouleur quand la douleur devint floue. Ils lui donnèrent, atténuant le feu, mais pas l'effort. Entre les contractions, son esprit vagabondait vers des noms. Des noms qu'elle aimait depuis qu'elle était petite, murmurés seule dans la vieille maison où elle avait grandi. Quand le monde semblait sûr et simple, la voix de sa mère traversa le souvenir comme un couteau. « Emma, tu dramatises les choses », disait Margaret quand Emma pleurait enfant. Ce n'était pas si grave. Les filles comme toi doivent apprendre à se taire. Les filles comme toi, elle avait laissé cela s'installer dans ses os. La porte s'ouvrit. Une assistante sociale entra et parla à l'infirmière à voix basse. L'infirmière hocha la tête et sortit un instant. Quand elle revint, sa bouche était crispée. « Quoi ?» demanda Emma. « Votre mère est là, » dit l'infirmière prudemment. « Voulez-vous la voir ?» Le premier instinct d'Emma fut non. Le second fut plus doux. Elle hocha la tête une fois. « D'accord. » Margaret entra avec un sac serré et des yeux encore plus serrés. Un parfum trop sucré pour la pièce. « Emma, » dit-elle, le ton plat comme une table. « Tu as l'air fatiguée. »« Je suis en travail, » dit Emma. Margaret s'assit sur la chaise comme si elle pouvait l'attacher. « J'ai entendu. Marc a appelé. » Emma tressaillit. « Il t'a appelé. Il s'inquiète pour toi, » dit Margaret. « Il a dit que tu avais été difficile. »« Je l'ai supplié pour un trajet, » dit Emma. « Il m'a jeté dehors. » La bouche de Margaret se crispa. « Il a dit que tu criais. Tu fais peur aux gens avec tes émotions. Tu l'as toujours fait. » Emma fixa sa mère. « Maman, il faut parler de ce qui est mieux pour le bébé, » dit Margaret, jetant un coup d'œil à l'infirmière comme si elle espérait un soutien. « Marc est stable. Il a une maison. Un bon travail. Tu n'as même pas de plan. Peut-être qu'on discute de la garde. À court terme, jusqu'à ce que tu sois établi. » L'infirmière s'approcha d'Emma et posa une main sur le lit. Les lèvres d'Emma tremblèrent. « Tu prends son parti. »« Je prends le parti du bébé, » dit Margaret. « Regarde-toi, seule dans un hôpital public. Tu aurais pu mieux te préparer. Tu aurais pu essayer plus fort avec ton mari. » Emma chercha sur le visage de sa mère une lueur d'amour. Elle ne trouva que du jugement déguisé en sollicitude. « S'il te plaît, pars, » murmura Emma. Margaret cligna des yeux, offensée. « Pardon ? S'il te plaît, pars, » dit Emma à nouveau, la voix plus ferme. « Tu n'as pas le droit de t'asseoir ici et de me traiter d'instable pendant que je mets une vie au monde. Pas ce soir. » Margaret se leva, serrant son sac comme un bouclier. « Tu repousses toujours ceux qui essaient de t'aider. Toi, » dit-elle, « ne m'appelle pas quand tu ne pourras pas payer ton loyer. »« Je ne le ferai pas, » dit Emma. Margaret partit avec un claquement de talons et un nuage de parfum. La porte se ferma pour un long moment. La pièce ne contenait que le souffle d'Emma. L'infirmière serra sa main. « Je suis désolée. » Emma hocha la tête une fois. Les larmes tombèrent sans bruit cette fois. « Écoute-moi, » dit l'infirmière doucement. « Tu n'es pas folle. Tu n'es pas dramatique. Tu es en travail et tu es courageuse. »« Courageuse ?» Le mot atterrit et resta. Emma le tint comme une petite pierre chaude du soleil. La contraction suivante prit tout son corps. Elle poussa quand on le lui dit. Elle le fit encore et encore. Elle s'entendit faire des sons qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La voix du docteur Ortiz arrivait par bribes. « Bien, encore. Vous y êtes presque. Je vois la tête. » Emma serra les rambardes et poussa comme si elle repoussait chaque mensonge, chaque coup, chaque porte claquée. Le visage de l'infirmière se brouilla. L'horloge disparut. Le monde devint un long oui. Un cri perça l'air, aigu et féroce. Emma retomba, le souffle arraché de ses poumons. La pièce bougea vite et doucement. Le médecin souleva un petit humain mouillé et furieux et le posa sur la poitrine d'Emma.
Salut, sanglota Emma. Le rire s'entremêla aux mots, salut, bébé. Salut. Le bébé ouvrit la bouche et protesta contre la vie. Emma passa ses doigts sur une joue humide et sentit quelque chose en elle se fissurer et se répandre comme de la lumière. Comment s'appelle-t-elle? Demanda l'infirmière, souriant avec les yeux. Emma déglutit. Elle dit le nom qu'elle portait dans son cœur depuis qu'elle était petite. Depuis avant les mensonges et les portes claquées, il sonnait juste dans sa bouche. L'infirmière le nota. Elles pesèrent le bébé. Elles l'essuyèrent doucement. Elles l'enveloppèrent et le rendirent. Emma la tint, la regarda, pleura et sourit. L'infirmière plaça un petit bonnet sur la tête du bébé, rose et doux. « Je suis là », murmura Emma. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Quelques heures plus tard, pendant que le bébé dormait dans le berceau, et que la pièce avait le calme du matin naissant, une autre infirmière entra avec des papiers. « Y a-t-il de la famille à appeler ?» demanda-t-elle. Emma secoua la tête. « Non, c'est juste nous. » L'infirmière hocha la tête. « Alors, nous serons votre famille pour aujourd'hui. » Quand l'infirmière partit, Emma tendit la main vers son téléphone. Les messages remplissaient l'écran. Certains de numéros inconnus. D'autres d'amis d'antan qui avaient applaudi à son mariage. Elle ouvrit l'un d'eux, vit le poste de Marc. Il dit que tu étais instable pendant la grossesse et que tu es parti en furie. As-tu besoin d'aide? Emma ferma les yeux. Elle ouvrit un autre. Il dit que tu as cassé des choses et crié, que tu l'as menacé. Je suis désolée, mais si c'est vrai, peut-être que c'est mieux. Elle posa le téléphone comme s'il était tranchant. De l'autre côté de la ville, elle savait que Marc racontait des histoires. Il était doué pour ça. Il aurait l'air sérieux et triste et dirait des mots comme sécurité et stabilité pendant que Vanessa poserait sa tête sur son épaule et hocherait la tête avec une sollicitude étudiée. Mensonge, dit Emma dans la pièce silencieuse. Tout le monde aime un bon mensonge quand ça leur permet de se sentir gentil tout en faisant du mal. Elle se leva et marcha lentement jusqu'à l'évier. Elle se lava les mains et se regarda dans le miroir au-dessus du distributeur de serviettes en papier. Son visage était pâle et gonflé. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient stables. Une bénévole frappa et passa la tête. « Voulez-vous une photo ?» demanda-t-elle. « Nous en prenons une de chaque nouvelle maman et bébé, gratuitement. » Emma pensa aux photos brillantes de Marc avec Vanessa. Elle pensa aux voisins qui étaient restés à l'intérieur derrière des rideaux chauds pendant qu'elle attendait un taxi. Elle pensa à l'histoire des raisins et à la façon dont sa mère portait son jugement comme des perles. « D'accord, » dit-elle. La bénévole tint le téléphone, lui dit où se tenir près de la fenêtre, et prit la photo. Elle captura une fille fatiguée et un petit paquet avec un bonnet rose et un matin de ville derrière eux. « Magnifique, » dit la bénévole. « Voulez-vous que je l'envoie à quelqu'un ?» Emma secoua la tête. « Pas maintenant. Seule à nouveau. » Elle tendit la main sous le matelas fin et sortit une petite pochette en tissu qu'elle avait glissée dans son sac sans y penser. À l'intérieur, pliée en 4, se trouvaient 2 vieilles lettres de son père. Elle ne partait jamais loin sans elles. Le papier s'était adouci au pli. Elle lissa la lettre du dessus avec sa main. L'écriture de son père était nette et gentille, comme il l'avait été. « Si la vie te fait douter de toi, souviens-toi de qui tu es. Tu n'as besoin de personne pour te nommer. Tu as déjà un nom. » Emma sourit un peu. Elle murmura le reste et rangea les lettres. « Pas encore, se dit-elle. Pas ce soir. » Elle garderait ses secrets là où ils devaient être, proches, en sécurité, hors de portée des gens qui utilisaient l'amour comme une corde. Sa porte s'ouvrit à nouveau. Elle s'attendait à une autre infirmière. C'était Margaret. L'estomac d'Emma se noua. « Je t'ai demandé de partir. » Margaret garda ses distances, le visage crispé. « J'ai apporté des papiers, » dit-elle, brandissant un dossier. « Marc m'a demandé de t'expliquer. » Emma fixa sa mère. « Tu plaisantes. Il pense, vu ton état, qu'il serait sage d'assigner une garde temporaire, juste pour 1 mois ou 2, jusqu'à ce que tu sois stable. Tu peux toujours visiter. »« Sors, » dit Emma, les mots clairs et simples. « Tu ne peux pas être seule avec un nouveau-né, » insista Margaret. « C'est trop. Tu n'as jamais bien géré le stress. » Emma se leva. La pièce vacilla,
puis se stabilisa. Elle parla doucement, chaque mot posé où il fallait. Tu l'as choisi, dit-elle. Quand je frappais à ta porte il y a 2 nuits, tu te souviens. Tu as regardé par le Judas et tu n'as pas ouvert. Tu m'as envoyé un message plus tard pour arrêter de faire des scènes. La bouche de Margaret s'ouvrit et se ferma. Je ne voulais pas impliquer les voisins. Tu voulais être à l'aise, dit Emma. Tu le veux encore. S'il te plaît, pars. Les yeux de Margaret brillèrent de quelque chose comme de la peur ou peut-être de la colère. Tu regretteras de m'avoir repoussé. Emma fixa sa mère longuement, puis lui tourna le dos et souleva son bébé. C'était une réponse suffisante. Margaret partit. La porte se ferma. L'air dans la pièce semblait plus pur. La journée avança. Les infirmières allaient et venaient. Quelqu'un apporta un plateau avec du pain grillé et du jus d'orange. Le bébé pleura, se nourrit, dormit et pleura à nouveau. Emma apprit le petit langage de sa fille, ce que chaque son signifiait, la différence entre la faim et l'inconfort, le petit soupir qui signifiait rassasié. Dans l'après-midi, un aumônier de l'hôpital frappa et demanda si elle voulait parler. Emma le remercia et dit « Pas aujourd'hui ». Il hocha la tête et laissa une brochure avec un numéro de téléphone. En soirée, la ville était devenue dorée dehors par la fenêtre. Emma s'assit avec son bébé sur sa poitrine et observa la lumière changer. Son téléphone vibra encore. Un message d'une vieille amie. « Il dit que tu es malade. L'es-tu » Emma tapa, effaça, tapa à nouveau. Elle se contenta de « Je suis mère ». Elle posa le téléphone face cachée et se concentra sur le poids du bébé et le son de sa respiration. La pièce était silencieuse. Le monde pouvait parler tout seul. Dans une autre partie de la ville, Mark et Vanessa s'habillaient pour le dîner. Vanessa ajusta ses boucles d'oreilles et demanda sans regarder. « As-tu des nouvelles de l'hôpital ? Pourquoi en aurais-je » dit Mark. Elle a fait son lit. « D'accord, » dit Vanessa. Elle vérifia son reflet et se sourit. « Poste la photo de la bague. »« Ce soir ou demain ?»« Demain, » dit Mark. « Laissons les gens s'habituer à l'idée d'abord. »« Quelle idée ?» demanda Vanessa. « Que j'ai survécu à elle, » dit-il. Elle l'observa, le jaugeant comme elle jaugeait des chaussures, par leur durée. Quand la nuit vint, Emma demanda à l'infirmière de baisser les lumières. Le bébé dormait, une petite main sur le chemisier d'Emma comme une revendication. Emma inclina la tête, toucha ses lèvres sur la couronne douce et murmura pour qu'une seule personne au monde entende. « Tu es tout ce que j'ai maintenant, » dit-elle. « Et je jure qu'un jour ils regretteront ce qu'ils nous ont fait. » La promesse n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle se plia dans le silence comme une graine. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant votre cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a parlé. Les cris du bébé résonnaient dans l'appartement d'une pièce, rebondissant sur les murs fissurés et le plafond qui fuyait. Emma Parker se redressa, serrant sa fille contre sa poitrine. La nuit était froide, et la seule chaleur venait de la fine couverture qu'elle avait enroulée autour d'elle deux. « Là, ma chérie, » murmura Emma, berçant doucement. « Maman est là. Maman ne va nulle part. » Son estomac grogna, mais elle l'ignora. Elle n'avait rien mangé depuis hier, et la faim la rendait étourdie. Le bébé avait besoin de lait plus qu'elle n'avait besoin de nourriture. Quand l'aube se leva, Emma mit sa fille dans une poussette d'occasion aux roues grinçantes et marcha jusqu'à l'arrêt de bus. Elle portait son uniforme plié dans un sac. La ville s'agitait autour d'elle. Des hommes d'affaires avec du café, des étudiants avec des écouteurs, des mères poussant des poussettes brillantes qui coûtaient plus que son loyer mensuel. Emma marcha plus lentement, chaque pas lui rappelant une fatigue qu'elle ne pouvait secouer. Son premier travail était de récurer les sols dans un quartier riche. « N'utilisez pas trop d'eau », dit la propriétaire, une femme mince en perles, en ouvrant la porte. « Ça laisse des traces. »« Oui, madame », répondit Emma doucement. La femme resta à proximité, téléphone collé à l'oreille. « Oh oui, j'ai entendu que Mark Bennett s'était déjà remarié. Cette pauvre Emma.
Mais peut-être que c'est mieux pour tout le monde. Elle était instable, tu sais, criant dans la rue pendant son travail. C'est ce qu'on dit. Emma resserra sa prise sur le balai. Elle baissa la tête pour que la femme ne voie pas la douleur sur son visage. La femme passa dans une autre pièce, continuant à parler. La poitrine d'Emma se souleva et retomba brusquement, mais elle ne parla pas. Elle n'avait plus de défense. Le monde croyait l'histoire de Marc. La nuit, Emma travaillait au dîner. Elle souriait malgré ses pieds douloureux et portait des plateaux plus lourds que ses bras fatigués ne voulaient tenir. Sa fille dormait dans l'appartement d'une voisine, en sécurité mais loin de sa portée. Un soir, 2 femmes qu'elle reconnut de son ancien quartier s'installèrent dans un box. « C'est Emma ?» murmura l'une. « Oui, regarde-la maintenant. » Serveuse. Marc a vraiment monté en gamme, non? Vanessa est magnifique. As-tu vu leurs photos de mariage? Emma posa leurs assiettes avec des mains fermes, bien que son visage brûlât. Elle a l'air amère, murmura l'autre alors qu'Emma s'éloignait. Pathétique. Emma serra le comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle voulait crier, mais elle continua à bouger, à sourire, à travailler. Pendant ce temps, Marc et Vanessa vivaient comme des royaux. Leur mariage était le sujet de conversation de la ville. Des roses blanches suspendues au lustre. Un gâteau plus grand qu'Emma. La bague en diamant de Vanessa brillant sur chaque photo. Enfin trouver l'amour que je mérite, posta Marc en ligne. Commençons notre éternité dans la maison que nous avons construite ensemble, légenda Vanessa sur sa photo. Mais Emma connaissait cette maison, chaque pièce, chaque chaise, chaque mur peint de ses propres mains. Ces roses, celles qu'elle avait plantées dans le jardin, étaient maintenant le décor de Vanessa. Son téléphone vibra avec les photos. Elle lut les commentaires même quand elle se disait de ne pas le faire. Elle a l'air tellement plus heureuse qu'Emma ne l'a jamais été. Marc mérite la paix après ce qu'il a traversé. Vanessa est une vraie épouse, pas comme cet ex instable. Emma ferma l'application, les mains tremblantes. Les mensonges voyageaient plus vite qu'elle ne pouvait les arrêter. Au supermarché, ils disent qu'Emma lui a jeté des assiettes. Le pauvre homme n'avait pas le choix. À la laverie, elle le regrette encore, j'ai entendu. Pathétique, non? Emma serra la mâchoire, pliant les vêtements de son bébé en silence. Même sa mère, Margaret, répétait les mensonges. Un après-midi, Emma tenta de l'appeler. « Maman, peux-tu garder le bébé quelques heures? J'ai un double quart. » Margaret soupira. « Emma, je ne peux pas continuer à te sauver. Marc m'a dit à quel point tu as été instable. Tu fais peur aux gens. Peut-être que si tu avais été plus calme. » La voix d'Emma se brisa. « Tu le crois? » « Je crois ce que je vois, » dit Margaret froidement. « Et ce que je vois, c'est une fille qui a fait son lit et doit maintenant s'y coucher. » L'appel se termina. Emma resta assise en silence, son bébé gazouillant sur la couverture à côté d'elle. Trop jeune pour connaître la cruauté des mots. Vanessa s'assurait d'alimenter les rumeurs. Lors d'un brunch avec des amis, elle se pencha en arrière avec un sourire narquois. Emma continue d'appeler Marc, le suppliant de revenir. Pouvez-vous imaginer? Des exclamations circulèrent autour de la table. Elle est pathétique. Vanessa rit. Un petit fantôme jaloux qui nous hante. Elle s'embarrasse elle-même. Une amie acquiesça. Marc rit mais ne dit rien. Vanessa remarqua son silence mais se dit que ça n'importait pas. Il était à elle maintenant. Une nuit, épuisée après avoir endormi sa fille, Emma tira un coffre en bois de sous le lit, vieux, rayé, avec des charnières en fer qui grinçaient en s'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des papiers laissés par son défunt père. Des lettres, des certificats, une enveloppe scellée. Emma déplia à nouveau le document de fiducie. Ses yeux suivirent les chiffres qu'elle connaissait déjà par cœur. 20 millions de dollars, verrouillés, en sécurité, légalement à elle une fois qu'elle les réclamerait. Elle toucha le papier comme s'il était vivant. Le monde pensait qu'elle était pauvre. Il se moquait d'elle. Même sa mère la traitait comme un fardeau. Mais elle détenait un secret que personne ne connaissait. Emma caressa le bord des papiers, puis embrassa le front de sa fille. « Pas encore, » murmura-t-elle. « Ils ne le verront jamais venir. » Elle ferma le coffre et le glissa sous les couvertures. De l'autre côté de la ville,
Vanessa commença à remarquer des fissures dans le sourire parfait de Marc. Elle rentra tôt un après-midi, ses talons cliquant sur le carrelage. Des rires flottaient du salon. Des rires féminins. Elle entra et se figea. Marc était sur le canapé, penché près d'une femme blonde. Sa main frôla son bras. « Alors, dîner ce soir ?» murmura-t-il. La femme gloussa. « Tu es terrible. » Vanessa s'éclaircit la gorge. L'air se tendit. « Vanessa, » dit Marc doucement, se levant. « C'est un contact professionnel. » La blonde attrapa son sac. « Je devrais y aller. » Quand la porte se ferma, Vanessa croisa les bras. « Professionnel. »« Oui, » dit Marc. « Cliente importante. »« Ne fais pas de scène. » Elle touchait ton bras, claqua Vanessa. « Tu imagines des choses, » dit Marc, levant les yeux au ciel. La poitrine de Vanessa brûla. Elle força un rire, bien que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. « D'accord, professionnel. » Elle monta à l'étage, son sourire s'effaçant dès que la porte se ferma. Pour la première fois, elle se demanda si Emma avait dit la vérité depuis le début. Dans son petit appartement, Emma luttait pour survivre. Elle nettoyait des bureaux à l'aube, servait des tables le soir, et cousait des vêtements la nuit à la lumière tamisée d'une lampe. Ses doigts saignaient à cause des aiguilles, mais elle continuait à travailler. Une nuit, sa voisine frappa. « Emma, les gens parlent encore, » dit-elle doucement. « Ils disent que tu es instable, amère, que tu veux ruiner la nouvelle vie de Marc. » Emma sourit faiblement. « Laisse-les parler. » La voisine fronça les sourcils. « Ça ne te dérange pas ?» Emma regarda sa fille endormie. « Avant, oui. Maintenant, ça me rappelle juste qui je ne serai plus jamais. » La ville s'en fichait. Les amis avaient disparu. La famille l'avait trahi. Marc exhibait Vanessa. Vanessa répandait des mensonges. Margaret choisissait le confort plutôt que l'amour, mais les yeux d'Emma étaient stables maintenant. Son dos était plus droit. Chaque murmure de pathétique ne faisait qu'ajouter au feu qui grandissait dans sa poitrine. Sa lutte était temporaire. Sa force se construisait. Et bientôt, les mêmes personnes qui se moquaient d'elle s'étoufferaient avec leurs rires. Le verre dans le bureau de Marc Bennett trembla quand il claqua le rapport sur le bureau. « C'est quoi ça ?» aboya-t-il, fusillant son assistant du regard. Le jeune homme se dandina nerveusement. « Ce sont les chiffres trimestriels, monsieur. » « Ces chiffres sont faux, » claqua Marc. « Ils doivent être faux. Ils viennent directement de la comptabilité. »« Alors virez la comptabilité, » cria Marc, faisant les 100 pas dans le bureau. D'abord Henderson se retire, maintenant l'accord Whitmore s'effondre. 2 partenaires en moins d'un mois. Savez-vous à quoi ça ressemble? L'assistant déglutit. À des ennuis, monsieur. La mâchoire de Marc se serra. Il tourna le dos à la fenêtre, fixant l'horizon de la ville comme s'il l'avait trahi. Quelqu'un est derrière ça. Quelqu'un essaie de me faire tomber. L'assistant hésita. Il y a autre chose. Un investisseur anonyme achète des parts de Bennett Global. Discrètement. Ils ont déjà acquis presque 10%. La tête de Marc pivota. Quoi? Les avocats ne peuvent pas encore les identifier. Ils utilisent des sociétés écrans, mais ils vont vite. Marc arracha le papier des mains de son assistant et le parcourut, son visage rougissant. Investisseur anonyme, murmura-t-il. Lâche caché derrière des traces de papier. Ils pensent qu'ils peuvent jouer avec moi. Avec moi, il claqua le papier. Sortez maintenant. L'assistant s'enfuit, laissant Marc seul avec sa fureur. À la maison, Vanessa le trouva en train de se verser un whisky à midi. Cravate desserrée, cheveux en désordre. Encore une mauvaise journée? demanda-t-elle, posant son sac. Marc la fusilla du regard. Il m'encercle. Qui? Tout le monde, les partenaires se retirent, les investisseurs murmurent, et un salaud achète des parts dans mon dos. Vanessa s'appuya contre le comptoir. Peut-être que c'est juste les affaires. Le marché bouge. Marc claqua le verre. Ne me prends pas de haut, Vanessa. Ce n'est pas aléatoire. Quelqu'un me vise. Elle leva les mains. Je dis juste. Non, tu insinues que je suis paranoïaque, grogna-t-il.
Mais je sais ce que j'ai construit et je sais quand quelqu'un vient pour ça. Vanessa l'étudia, ses lèvres se courbant en un sourire qu'il ne remarqua pas. Et s'ils réussissent? Et s'ils sont plus intelligents que toi? La tête de Marc se releva. Que as-tu dit? Rien, dit-elle doucement. Détends-toi. Mais quand elle se détourna, son sourire s'aiguisa. Cette nuit-là, Vanessa rencontra une vieille connaissance dans un bar d'hôtel discret, Charles Whitmore, un des rivaux de Marc. Tu ne devrais pas être vu ici, dit Charles, faisant tournoyer son verre. Alors ne prends pas l'air si satisfait, murmura Vanessa, glissant dans le box. Que veux-tu, Madame Bennett? Une assurance, dit-elle simplement. Marc dérape, son arrogance le rattrape. Je ne compte pas couler avec lui. Charles haussa un sourcil. Et que proposes-tu? Des informations, murmura Vanessa, se penchant plus près. Nom de fournisseur, accord à venir, des choses qu'il ne dit même pas à son conseil. Charles l'étudia. Pourquoi le trahir? Vanessa sourit. Parce qu'il a trahi Emma. Parce qu'il me trahit aussi. Et parce que les hommes comme lui ne sont fidèles qu'à eux-mêmes. Je t'aime en impitoyable. Envoie-moi quelque chose d'utile et je m'assurerai que tu aies une place quand la poussière retombera. Vanessa fit teinter son verre contre le sien. Marché conclu. De l'autre côté de la ville, Emma Parker sortit d'un taxi dans un quartier calme mais élégant. Sa fille était avec une baby-sitter de confiance. La robe d'Emma était simple, mais lui allait bien. Ses chaussures cliquetaient avec assurance sur le sol de marbre alors qu'elle entrait dans le gratte-ciel. La réceptionniste se redressa immédiatement. Bon après-midi, Mademoiselle Parker. Monsieur Hawthorne vous attend. Emma hocha la tête. Merci. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle aperçut son reflet dans le miroir. Ce n'était plus la femme fatiguée et voûtée qui mendiait du travail. Ses épaules étaient droites. Ses yeux vifs. Quand les portes s'ouvrirent à nouveau, un homme grand en costume gris l'accueillit avec une poignée de main chaleureuse. Emma, dit-il. Toujours un plaisir de vous voir. Merci, monsieur Hawthorne, dit-elle doucement. Il la guida dans son bureau, une pièce bordée de livres et de pouvoirs discrets. Vous avez été patiente, dit-il, ouvrant un dossier. Très patiente. La fiducie que votre père vous a laissée est intacte. 20 millions de dollars, chaque centime intact. Emma regarda par la fenêtre la ville en contrebas. Et légalement, Marc ne peut rien faire. Rien. Hawthorne confirma. C'est blindé. Votre père était intelligent. Il avait anticipé des hommes comme Marc. Cet argent est à vous seul. Emma laissa les mots s'installer. Son cœur battait régulièrement. Alors, il est temps, dit-elle. Commençons. Hawthorne sourit. Comme vous voulez, Mademoiselle Parker. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un prononça son nom avec respect. Les lèvres d'Emma se courbèrent en un sourire léger. De retour dans son petit appartement, elle borda sa fille. Le coffre en bois était toujours sous les couvertures, mais maintenant son poids semblait différent. Pas seulement un secret, une arme. Elle s'assit à côté de sa fille et murmura. Nous ne survivons plus seulement. Nous construisons, et un jour, tu verras la vie que nous méritons. Sa fille remua, sa petite main s'enroulant autour du doigt d'Emma. Les yeux d'Emma brillèrent, mais son sourire tint. Margaret remarqua le changement. Sa fille ne semblait plus brisée. Elle se tenait plus droite. Ses vêtements, bien que simples, étaient plus propres, plus nets. Il y avait une confiance calme dans ses yeux qui déstabilisait Margaret. Alors, un après-midi, Margaret se présenta à la porte d'Emma. Emma ouvrit lentement, fronçant les sourcils. « Maman !» Margaret entra sans attendre d'invitation, ses talons cliquant sur le sol usé. « Tu as été occupée, dit-elle, observant l'appartement rangé. D'où vient tout ça? Emma croisa les bras. Travail, responsabilité. Ne me mens pas, dit Margaret sèchement. Je te connais, Emma. Tu ne t'es jamais portée comme ça. Tu as quelque chose. De l'argent, de l'aide. Qui te l'a donné? Les yeux d'Emma se plissèrent. Pourquoi ça t'intéresse? Margaret ricana. Parce que je mérite de savoir. Je suis ta mère. Et peut-être que si tu as trouvé quelque chose, tu peux enfin me rembourser pour toutes les années où je t'ai portée.
L'estomac d'Emma se tordit. Me porteur? Tu as pris le parti de Mark quand j'ai supplié pour de l'aide. Tu m'as traité d'instable pendant que j'étais en travail. Margaret agita la main. J'étais pratique. Mark avait de la stabilité. Tu étais émotive, imprudente. J'ai fait ce qui était mieux pour le bébé. Emma s'approcha, sa voix basse mais tranchante. Ne prétends pas que tu as fait quoi que ce soit pour ma fille. Tu nous as tourné le dos. Les yeux de Margaret brillèrent. Si tu as trouvé de l'argent, tu me le dois. N'oublie pas qui t'a élevé. N'oublie pas qui peut parler. Emma soutint le regard de sa mère. Sa voix était froide. Stable. Tu as choisi Mark plutôt que moi quand j'ai supplié pour de l'aide, dit-elle. Ne viens pas ramper maintenant. Quand le sol s'effondrera sous toi, souviens-toi que c'est toi qui l'as creusé. Margaret cligna des yeux, abasourdie. Pour une fois, la voix d'Emma était plus tranchante que la sienne. Emma pointa la porte. Sors. La bouche de Margaret s'ouvrit. Se ferma. Enfin, elle tourna les talons et sortit en trombe, son parfum persistant comme du poison. Emma ferma la porte, ses mains tremblaient, pas de peur, mais de pouvoir. Pour la première fois, elle se sentit plus grande que sa mère. Pendant ce temps, le monde de Mark continuait de s'effondrer. Lors d'une réunion du conseil, il frappa la table de la main. Vous êtes tous des lâches, à partir quand les choses deviennent difficiles. Vous pensez que Bennett Global tombe sans moi? Vous pensez que je vais laisser ça arriver? Un membre du conseil s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas à propos de vous, Mark. C'est une question de confiance. Les investisseurs sont nerveux à cause des mensonges, aboya Mark. Parce que quelqu'un répand du poison. Un autre parla doucement. Ce ne sont pas des mensonges. Les chiffres ne mentent pas. Et l'investisseur anonyme, qui qu'il soit, a déjà sécurisé un bloc important. Vous pourriez être mis en minorité. Le visage de Mark vira au cramoisi. Jamais. Vanessa, assise au fond, jambes croisées, le regardait s'effilocher. Elle sirota son eau, cachant son sourire. Après la réunion, elle se glissa dans les toilettes et envoya un message. Il perd pied. Ce soir, je vous envoie les contrats des fournisseurs. Ils le couperont d'ici le prochain trimestre. La réponse arriva rapidement. Bien. La fin est plus proche qu'il ne le pense. Vanessa sourit à son reflet. Elle ajusta son rouge à lèvres et murmura « Assurance ». Emma aussi regarda son reflet cette nuit-là, mais le sien montrait quelque chose de différent. De la force, du calme. Une femme qui avait été brisée, mais reconstruite. Elle ajusta son manteau, serra la couverture de sa fille plus fort, et murmura dans le silence « Ils pensent que je suis partie. Ils pensent que je suis faible. Ils apprendront. » Sa voix n'était pas amère. Elle était stable, certaine. Pour la première fois, Emma ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme l'orage à l'horizon. Les lustres brillaient au-dessus de la salle de bal, dispersant une lumière dorée sur les sols de marbre, si polis qu'ils reflétaient les chaussures de chaque invité. Les serveurs se déplaçaient comme des ombres, équilibrant des plateaux de champagne. Les caméras flashaient alors que les plus riches et puissants de la ville se mêlaient. Au centre de tout cela se tenait Mark Bennett, son sourire étudié, sa main reposant sur la taille de Vanessa. Il portait un smoking noir sur mesure, sa cravate nouée serrée, son verre levé en salutation alors que les reporters tournaient autour. « Monsieur Bennett, appela l'un, que dites-vous des rumeurs de problèmes financiers chez Bennett Global ?» Mark rit, lisse comme toujours. « Les rumeurs sont le divertissement des pauvres. Mon entreprise prospère. Ce soir le prouve. Regardez autour de vous. Les meilleurs de la ville sont ici. » La foule rit poliment. Vanessa se pencha, ses diamants captant la lumière. « Souris plus grand », murmura-t-elle entre ses dents. « Ils sentent les nerfs. »« Je ne suis pas nerveux », marmonna Mark, bien que sa main tremblât légèrement sur le verre. « Bien », ronronna Vanessa, se penchant pour une photo. Flash, flash, flash. Les caméras les aimaient. Pendant un moment, Mark crut presque au mensonge qu'il vendait, qu'il était toujours intouchable. Mais alors, la musique vacilla, les têtes se tournèrent vers l'escalier. Un silence se propagea comme une onde dans l'eau, et elle était là, Emma Parker. Elle descendit lentement, chaque pas délibéré.
Sa robe scintillait comme de l'argent liquide, ses cheveux relevés, son visage serein. Ce n'était plus la femme abandonnée en haillons. Elle se portait comme une reine, reprenant son trône. La foule haleta. Les chuchotements volaient. Est-ce Emma? Elle est incroyable. Marc ne l'a-t-il pas laissée pendant qu'elle était en travail? Le verre de Marc glissa dans sa main. Son visage se vida de couleur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Siffla-t-il à Vanessa. Vanessa se raidit. Ignore-la. Mais personne d'autre ne le pouvait. Emma marcha droit au centre de la salle de bal. La lumière semblait la suivre naturellement. Elle releva le menton et parla, sa voix calme mais autoritaire. Bonsoir. Le brouhaha s'éteignit instantanément. Marc força un rire. Emma, je ne savais pas qu'il laissait entrer n'importe qui. Quelques rires gênés flottèrent. Vanessa ricana. Les yeux d'Emma se posèrent sur lui, vifs et indifférents. Ne t'inquiète pas, Marc. J'ai été invité par le conseil. La foule haleta. Marc cligna des yeux. Le conseil? De quoi parles-tu? Emma se tourna légèrement. Un homme en costume sur mesure, l'avocat Hawthorne, s'avança, lui tendant un dossier et une télécommande. Emma ouvrit le dossier avec des mains fermes. Ce soir, un investisseur anonyme va se révéler, l'investisseur qui, depuis des mois, achète discrètement des parts de Bennett Global jusqu'à devenir l'actionnaire majoritaire. Le rire de Marc craqua. Qui que ce soit, il devrait me remercier. Sans moi, il n'aurait rien de valable à acheter. Emma appuya sur la télécommande. Les écrans autour de la salle de bal s'allumèrent, affichant des documents, des transactions, et enfin son nom. C'est moi, dit-elle simplement. Emma Parker. La salle explosa. Halètements, chuchotements, flash d'appareil photo. Marc vacilla. C'est impossible. Tu n'as pas d'argent. Les lèvres d'Emma se courbèrent légèrement. J'ai hérité de 20 millions de dollars de mon père. Sécurisé dans une fiducie que tu ne pouvais jamais toucher. Pendant que tu te moquais de moi, j'investissais. Discrètement, patiemment, et ce soir, je possède ce que tu pensais ne jamais pouvoir t'être pris. Les chuchotements se transformèrent en rires. Pas contre Emma, contre Marc. Tu avais 20 millions? Bégaya Marc. Et tu m'as laissé croire que tu étais fauché. Tu n'as jamais demandé, dit Emma, sa voix tranchante. Parce que tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as épousé pour ce que tu pensais que j'avais. Tu ne savais pas que mon père était plus intelligent que toi. La présidente du conseil, Evelyn Torres, s'avança. À partir de ce soir, Mademoiselle Parker détient la participation majoritaire dans Bennett Global. À effet immédiat, Marc Bennett est démis de ses fonctions de PDG. La foule haleta à nouveau, puis éclata en discussion. Le visage de Marc se tordit. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon entreprise. Plus maintenant, dit Evelyn froidement. La prise de Vanessa glissa de son bras. Son visage était devenu pâle, mais Emma n'avait pas fini. Ce soir n'est pas seulement une question de contrôle, dit-elle, cliquant à nouveau sur la télécommande. C'est une question de vérité. Les écrans scintillèrent, montrant d'anciens courriels du compte de Marc. Ces mots brillaient dans la salle de bal. L'argent de son père est réel. Je le sécuriserai après le mariage. Si la fiducie est une propriété séparée, je pousserai pour la dépendance. Elle pliera. Elle le fait toujours, haleta. Une femme murmura. Il l'a utilisé. Marc secoua la tête violemment. Faux, mensonge. Directement de votre serveur, dit Hawthorne fermement. La foule murmura plus fort. Les yeux d'Emma restèrent sur Marc. Tu ne m'as jamais voulu. Tu voulais ce que tu pensais que je portais. La bouche de Marc s'ouvrit et se ferma comme un homme qui se noie. Emma cliqua à nouveau. De nouveaux messages apparurent. Cette fois, pas les siens, ceux de Vanessa. Il dérape. Ce soir, je vous envoie les contrats des fournisseurs. Ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai que ces rivaux aient tout ce dont ils ont besoin. La foule haleta à nouveau. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. C'est truqué, cria-t-elle. Tirez de votre nuage, dit Hawthorne. Marc se tourna vers elle. Tu m'as trahi. Vanessa ricana. Tu m'as trahi le premier. Tu n'as jamais été fidèle.
J'ai juste appris plus vite qu'Emma. Les halètements se propagèrent. Quelqu'un rit. Les caméras flashèrent plus vite. Ne t'avise pas de te comparer à moi, dit Emma froidement, sa voix tranchant la bravade de Vanessa. L'écran changea à nouveau. Cette fois, Margaret. Des virements bancaires, des achats de bijoux, des notes de la main de Marc. Merci de me soutenir au tribunal. Le bébé sera mieux avec moi. La voix d'Emma ne trembla pas. Ma propre mère a pris de l'argent pour témoigner contre moi, pour me traiter d'instable. Pendant que je luttais pour mon enfant, la foule haleta, horrifiée, les têtes se tournant vers Margaret, qui se tenait figée près du fond. Emma, s'il te plaît, bégaya Margaret. Tu l'as choisi plus tôt que moi quand j'ai supplié pour de l'aide, dit Emma, sa voix basse mais ferme. Ne parle pas maintenant. Le visage de Margaret s'effondra. Elle tenta de se frayer un chemin à travers la foule, mais les gens s'écartèrent d'elle comme si elle était malade. La salle bourdonnait de trahison, d'humiliation. Emma s'approcha de Marc. Son visage était pâle, sa mâchoire tremblante. Tu m'as jeté dehors pendant que je portais ton enfant, dit Emma doucement, pour que seuls ceux près de la scène puissent t'entendre. Tu m'as dit de mourir. Tu pensais que je n'étais rien, mais la douleur que tu m'as donnée est devenue ma force. Marc secoua la tête violemment. Non, tu ne comprends pas. On peut arranger ça. Toi et moi ensemble. On leur dira. Tu diras des mensonges, coupa Emma. C'est tout ce que tu sais. Il tomba à genoux, les mains tremblantes. S'il te plaît, Emma, ne prends pas tout. Le regard d'Emma ne s'adoucit pas. Je ne prends rien. Je reprends ce qui était déjà à moi. La foule applaudit, certains lentement, d'autres bruyamment. Les reporters crièrent des questions. Les caméras capturèrent chaque angle. Vanessa se glissa vers la porte, mais les gens chuchotaient à son passage. Traîtresse, serpent, ruinée. Elle disparut dans la nuit sans regarder en arrière. Margaret tenta de suivre mais fut bloquée par des proches qui sifflaient. Comment as-tu pu? Elle se recroquevilla et sortit par une autre porte. Et Marc? Marc s'agenouilla au centre de la salle de bal. L'homme qui s'était cru intouchable était maintenant mis à nu devant la ville. Emma le regarda une dernière fois. Sa voix porta dans le silence. La trahison revient toujours. Marc, et ce soir, elle t'a trouvé. Elle se tourna, marchant à travers la foule qui s'écartait. Les têtes s'inclinaient à son passage. Dehors, sa voiture l'attendait. À l'intérieur, sa fille dormait paisiblement. Emma monta, embrassa le front de son enfant et murmura « Nous sommes libres ». La voiture s'éloigna, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles. Emma Parker n'était pas montée parce qu'elle les avait détruits. Elle était montée parce qu'elle s'était reconstruite. Et rien, ni la trahison, ni les mensonges, ni même l'amour perdu, ne pouvait lui enlever cela.